stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Je me bats un peu, et puis je me rasserai peut-être un peu, mais j'ai l'habitude d'un peu de parler debout. D'abord, merci pour cette invitation, merci pour cette organisation. C'est toujours compliqué en général d'organiser des conférences par des gens qui ont un point de vue, on va dire, scientifique et donc critique, puisque aujourd'hui, si on fait de la science, on est forcément critique. En tout cas, bon, c'est comme ça que je vais me défendre. Donc merci à Valérie pour cette invitation, aux Patriotes pour l'organisation. Et je suis content de voir autant de monde à Tarascon ce soir, ce qui prouve bien qu'il y a quand même un besoin d'échange. Et pour rien vous cacher, je suis quasiment tous les week-ends sur la route partout en France pour ce genre de réunions publiques qui sont très importantes, parce que bon, Valérie a invité la Provence, mais ça ne me dérange pas qu'ils ne viennent pas, je vous dis tout de suite. J'ai pas vocation à essayer de faire un buzz dans la presse ou d'avoir un bon papier dans l'IB, je vous dis tout de suite. C'est pas du tout, et je préfère effectivement largement rencontrer les gens comme vous pour pouvoir discuter. Alors juste, j'inscris mon action tout de suite dans un cadre légal qui est celui de l'article 123C du Code de l'éducation, qui dit en gros que les enseignants-chercheurs ont vocation et même un devoir de s'adresser en fait aux citoyens lorsque leur parole spécifique a un intérêt effectivement aux yeux de la cité. Ce qui est le cas aujourd'hui, puisque comme on va le voir, alors sur un thème très intéressant qui m'a été suggéré, donc sur souveraineté et indépendance, qui m'a permis en fait, pour répondre à ce thème qui m'a été suggéré, en fait, de revoir un peu tout ce que j'avais écrit et ce que j'avais fait sur le thème, en gros, effectivement, de la souveraineté et de l'indépendance scientifique, qui sont des très importants. En France, il y a une tradition d'indépendance technologique, si vous voulez, très forte, qui a été effectivement impulsée manifestement par De Gaulle, et qui a été développée à la suite jusqu'aux années 90 avec, vous savez, en France, qui était... Alors moi, quand j'étais petit à l'école, en géographie, on m'enseignait que la France était le luxe et la technologie. Alors, maintenant, c'est plus que le luxe, la technologie a disparu, apparemment, hélas, il en reste un peu quand même. Mais c'était les deux piliers de l'économie, et ces technologies, elles étaient basées beaucoup sur le développement du calcul scientifique, qui lui-même était hérité d'une forme de tradition d'excellence mathématique française, qui avait, avec des personnages, donc deux personnages importants qui étaient Laurent Schwartz et Jacques Louis Nyons. Jacques Louis Nyons a été directeur du CNES, directeur de l'INRIA, donc également du CEA, je crois. Enfin bon, on a réussi à développer les technologies, donc les centrales nucléaires, les TGV, la fusée Ariane, etc. Donc tout ça parce qu'il y avait une forme d'excellence mathématique dans les sciences de l'ingénieur, qui faisait que, du coup, on avait la main-d'œuvre pour pouvoir, avec les écoles d'ingénieurs et les maths, en fait, développer tout ça. C'est très important pour l'indépendance de la France. Il ne pouvait pas y avoir d'indépendance sans indépendance énergétique. Donc là, ça se réinvite avec la discussion sur le nucléaire. Et donc, cette technologie mathématique, elle a été bafouée pendant le Covid avec la sinistre production de Ferguson, on va voir, qui en plus, c'est en anglais, quoi. Bon, donc c'est un truc qui m'était pas apparu, puis qui tout d'un coup m'a sauté à la figure quand on m'a demandé de réfléchir un peu à cette question de souveraineté et d'indépendance. Il faut que vous sachiez, par exemple, il y a eu récemment, ça vous a peut-être échappé, il y a eu une médaille Fields, la première femme médaille Fields de mathématiques est iranienne. Alors elle est morte d'un cancer il n'y a pas longtemps, mais en fait elle faisait partie d'un problème de détection de matheux en fait, qu'ils ont en Iran, parce qu'en Iran ils ont... Et la question pour laquelle en Iran ils ont besoin de matheux, c'est qu'ils ont besoin de la bombe, ils ont besoin du nucléaire. Et en fait, on voit que les questions d'indépendance et de souveraineté sont liées à la capacité évidemment de développer les technologies, en particulier la bombe, mais donc il y a eu tout un aspect en fait comme ça. Et pour revenir même à l'origine du truc, c'est que en France, peut-être que certains d'entre vous connaissent, dans les années 70, fin des années 70-80, il y avait la réforme des maths modernes. En fait, je ne sais pas si la théorie des ensembles, tout ça, donc certains ont peut-être souffert là-dessus. Et donc c'est un truc qui vient d'un truc encore plus
ancien dans les mathématiques françaises qui s'appelle le groupe Bourbaki, qui a été, après la Première Guerre mondiale, tous les mathématiciens étaient morts, ils ont refondé les mathématiques dans un sens assez rigoureux et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu Spoutnik, quand Spoutnik a été lancé par les Soviétiques, les Américains et les Européens ont commencé à trembler. Ils perdaient quelque part un peu leur avance dans la conquête de l'espace. Du point de vue géopolitique, c'était très très dur pour eux. Et donc, en fait, ils se sont posé la question, qu'est-ce qui fait que l'Union soviétique, qui est passée de la paysannerie en 57, je crois, Spoutnik, si je ne me trompe pas, 40 ans après, ils sont leaders dans la technologie spatiale, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à ce niveau-là d'avance? Et ils analysent la formation des ingénieurs soviétiques, qui était excellente, et ils disent, les soviétiques sont meilleurs parce qu'ils sont meilleurs en maths. Et c'est de là, en fait, que va naître la réforme des maths modernes, essentiellement en France et aux États-Unis, parce qu'ils veulent effectivement rattraper leur retard dans la technologie spatiale qui passe forcément par les mathématiques. Et c'est là où on met en place la réforme des maths modernes en disant, et donc il n'y a que la France qui pouvait suivre en fait, parce qu'ils avaient la structure mathématique pour les États-Unis, parce que bon évidemment ils ont les moyens, et c'est comme ça en fait que va s'inviter, si vous voulez, les mathématiques comme matière dominante du coup dans la sélection scolaire, tout ce qu'on a connu, la terminale C, enfin avant ça, Mathelem, etc. Bon. Donc cette question, si vous voulez, des mathématiques, elle est profondément liée à l'indépendance en fait technologique en France depuis pas mal de temps. Et donc elle s'invite à nouveau en Iran aujourd'hui pour la bombe atomique. Et là, elle est revenue en Europe, mais par la porte de la médiocrité, avec donc un certain Neil Ferguson, et on va voir avec l'épidémiologie. Alors, comment naît l'épidémiologie d'abord? Ça, c'est la première question. L'épidémiologie, elle naît plutôt justement en Angleterre. Début du XXe siècle, parce que les Anglais administrent leurs colonies, évidemment, et puis comme ils ont dans leurs colonies des pays comme l'Inde, des pays tropicaux, il y a effectivement des maladies, ce qu'on appelle les maladies tropicales, infectieuses, contagieuses, en fait, qui se développent partout. Et eux, ils ont besoin, pour l'administration, la bonne administration, en fait, tout simplement de main-d'œuvre, je suppose, hein, donc c'est juste économique à la base, ils ont besoin de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir essayer de lutter contre ça. Et les deux premiers articles en fait, d'épidémiologie mathématique, ceux qu'on va voir arriver pour le Covid, donc avec toute la foutaise que ça charrie derrière, naissent. Donc le premier, c'est en 1907 par Sir Ronald Ross, en fait, donc, qui a eu le prix Nobel de médecine pour avoir compris le paludisme. Et donc en fait, il comprendra donc biologiquement, parce que c'est le paludisme avec les moustiques femelles, les œufs, je crois, de moustiques femelles, etc. Donc c'est une découverte évidemment majeure. La malaria reste effectivement une des maladies endémiques qui tue le plus. Hein. Le moustique, c'est le vecteur qui tue le plus en fait. Bon. Il va proposer une équation qu'on appelle qui va déboucher ce qu'on appelle le théorème du moustique de Ross, en fait, alors qui prétend comprendre comment se diffuse la malaria, et du coup comment on pourrait, en tuant un certain nombre de moustiques, arrêter la propagation de la malaria. Donc c'est pour ça, et donc il va proposer son équation, en fait, qui sera utilisée dans les années effectivement 50 par un truc qui s'appelle le Global Malaria Eradication Program, en fait, qui va être utilisé par l'OMS essentiellement pour essayer d'éradiquer le paludisme en Afrique par épandage de chloroquine, parce que c'est un antiparasitaire en fait qui justement tue les moustiques, et de DDT en fait, et puis alors, tout ça basé sur les fameux modèles de Ross. Alors c'est 1916, voilà, c'est 1916 Ross. Et donc ça naît parce que les Anglais, ils ont des colonies où il y a la malaria, donc ils veulent traiter ça. Et puis l'autre, en fait, les deux autres qui vont rentrer là-dedans, c'est Kermack et McKenwick en 1927. Eux, ils étudient la peste à Bombay. Et pareil, c'est lié à la gestion des maladies infectieuses en Inde, donc dans les colonies anglaises, en gros. Et eux, pareil, ils vont essayer de mettre en équation la diffusion du virus. Alors sur le modèle de ce qu'on appelle la physique statistique, qui se développait pas mal à l'époque, donc début du XXe siècle. Mais avec un problème, c'est-à-dire que ces pseudo-mathématiciens, en fait, ils sont entre 1916 et 1920, donc Ross est plutôt prix Nobel de médecine, donc avec toutes les compétences qu'il a, mais ne demandez pas à un médecin de faire des équations et du comptage statistique, ça ne marche pas. Ils ne savent pas, ils ne sont pas bons, alors évidemment, ils ont tendance à vouloir s'approprier toutes les formes de connaissances, mais en fait, ils n'y arrivent pas. Bon. Il paraît qu'à McKenwick, 1927,
Il faut savoir que ces années-là sont les années de la physique triomphante. Début du XXe, vous avez la mécanique relativiste, la mécanique quantique, vous avez des tonnes et des tonnes de mathématiciens extrêmement doués qui vont travailler là-dessus. Donc il y avait eu bien sûr le Poincaré sur les transformations de Lorentz, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, tous les gens qui sont assez brillants en maths, en physique, en modélisation, ils vont vers la physique, ils ne vont pas vers l'épidémiologie. Donc l'épidémiologie, tout de suite, se construit d'abord quelque part comme une forme de sous-science ou de champ dominé dans la science. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Kermack, donc qui fait partie des deux premiers à essayer de poser les bases de l'épidémiologie mathématique, donc c'est un Écossais, et en fait c'était un chimiste à la base, et le problème c'est qu'il a perdu la vue dans une explosion de laboratoire. Il devient aveugle, et de ce point de vue-là, il est obligé d'abandonner en fait la chimie qui était sa science expérimentale favorite, pour se convertir dans un truc, mais il ne sait pas quoi faire, parce qu'il est aveugle, il a perdu ses capacités, donc en fait il va se retourner, il va utiliser un peu ce qu'il comprend des mathématiques dans la chimie était déjà un peu mathématisée à l'époque, et donc il va faire de l'épidémiologie, mais c'est quelque chose, si vous voulez, qui est une reconversion de la part de quelqu'un qui a été chassé de son propre champ expérimental, parce qu'il n'avait plus les moyens physiques de le faire, et donc si vous voulez, d'ailleurs il va introduire l'épidémiologie comme une réaction chimique. C'est ce qu'on appelle le transport-collision. Vous avez des gens qui circulent partout, de temps en temps ils se rencontrent, et quand ils se rencontrent, ils peuvent changer d'état virologique. Bon, c'est le modèle de la réaction chimique. Vous avez des particules partout, puis quand elles se rencontrent, pouf, elles peuvent faire éventuellement une réaction chimique. Et en fait, tout ça, c'est l'introduction, on va dire, non contrôlée de connaissances des sciences dans le champ de l'épidémiologie. Et cette idée, donc, ça naît plutôt en Angleterre. Ça naît plutôt dans un pays justement qui n'est pas la France et où les mathématiques n'ont pas du tout le même statut et où la modélisation et la compréhension donc, des phénomènes du vivant par les mathématiques est complètement galvaudée à la base. C'est-à-dire que donc c'est ça. Donc c'est vraiment anglo-saxon. C'est ça que vous comprenez. Culturellement, l'épidémiologie c'est anglo-saxon. C'est pas du tout français. Français, c'est plutôt les sciences de l'ingénieur, très tôt, et on va être très brillant dans les sciences de l'ingénieur. D'ailleurs, les écoles d'ingénieurs étaient faites pour ça. C'est pour ça qu'on a été... il y a eu ce qu'il n'y a pas en Angleterre. Et on n'administre pas vraiment les colonies. Les Anglais ont vraiment le souci de l'administration de leurs colonies. Et les maladies infectieuses, ça fait partie en fait, de leur sujet. Donc, il va y avoir des gens comme Ross, comme Mark McHenry, qui vont se... Mais avec donc un bagage spécifique qui n'est pas le bon. Ross, il est médecin. Kermack, c'est un chimiste qui devient aveugle, qui se reconvertit comme ça un peu dans le formalisme. Kermack était un médecin, pareil, qui essayait de travailler sur la population, mais avec des outils qui étaient ceux qui ne sont pas ceux de la physique statistique. Voilà. Donc ils prétendent, voilà, et donc comme ça, on a déjà dès le début, si vous voulez, une science qui va de toute façon être... et c'est pour ça, ce que dit toujours très bien Raoult, c'est les grands journaux de médecine, ça reste anglais, hein, c'est le BMJ, c'est le The Lancet, tout ça, c'est plutôt basé en Angleterre, et ça explique qu'il y ait cette culture anglaise sur l'épidémiologie qu'on n'a pas eue pour des raisons historiques, culturelles, qui sont liées à l'histoire de chacun des pays. Et donc, alors là, il faudrait faire des études peut-être un peu plus poussées encore pour savoir pourquoi, en France, on n'a pas eu ça, mais en gros, les écoles d'ingénieurs ne se sont pas intéressées à l'épidémiologie, et donc l'intelligentsia n'était pas du tout là-dedans, et on était, à mon avis, trop fort quelque part en mathématiques pour s'intéresser à ça. C'est-à-dire que l'épidémiologie, c'est pour les mauvais, en fait, aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on subit, hein. C'est vraiment une chute culturelle très importante. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'épidémiologie n'est mathématisée, formelle, née en Angleterre, et elle n'est pas vraiment de culture française, et c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup, si j'ose dire, un peu dans nos jeux. Voilà. Et donc, il va se passer un truc, vous le savez, en 2009, c'est la grippe H1N1, la fameuse pandémie, qui a en fait été une répétition générale complète de ce qui s'est passé pour le Covid. Alors ça, c'est extraordinaire, vous allez voir, on va rentrer un peu dans les détails. Et donc, il y a tout, hein, il y avait déjà tout. Il y avait déjà le Tamiflu, il y avait les masques, il y avait, c'est parce que je dis là-dessus, il y avait également, vous vous en souvenez, le vaccin, enfin, il y avait tout. Sauf que bon, le truc s'est arrêté un peu au milieu, là, ils n'avaient pas prévu ça, du coup, on leur a coupé l'herbe sur le pied, en gros, mais en gros, tous les schémas qu'on a connus pour le Covid étaient déjà là. Bon. Et donc, le Sénat va faire un rapport d'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au moment de cette pandémie d'H1N1, et ils vont faire vraiment un excellent rapport qui, encore aujourd'hui, si vous le lisez, est extraordinaire parce qu'il annonce tout. C'est-à-dire toutes les conneries. Donc ils ont analysé une par une toutes les conneries.
qui a été faite au moment du H1N1, en disant faut surtout pas les refaire, et donc c'est exactement ce qu'on a refait. Mais vraiment, c'est-à-dire que je pense que pour les McKinsey et le conseil, ils ont dû plancher des heures et des heures sur ce rapport-là, ils doivent le connaître par cœur, et ils se disent voilà, là on avait une faiblesse, machin, donc du coup il faut qu'on travaille là-dessus pour pouvoir faire en sorte que on recommence. Bon. Et figurez-vous que dans ce bilan sur le rapport H1N1, les sénateurs pointent le rôle des mathématiques très tôt. Parce que ça a commencé à nouveau, le fait que l'OMS déclare l'état de pandémie sur le H1N1, donc d'abord ils vont changer la définition, mais celui qui va tirer les ficelles de ça, en particulier l'OMS, puisque la notion de pandémie va dépendre de l'OMS, c'est un certain Neil Ferguson, qui est donc un universitaire anglais de l'Imperial College. Et alors, il est extraordinaire, c'est vrai, parce qu'il est connu pour raconter n'importe quoi depuis 15 ans. Mais vraiment, c'est lui, le Crossface Jacob, c'est lui, on va tous mourir de Crossface Jacob, c'est lui. La tremblante du mouton, il faut tuer tout le monde, la kippa verte, c'est lui. Et donc, à chaque fois, il annonce un nombre de morts incalculable, 1000 fois, 10 000 fois supérieur à ce qu'on observe, et à chaque fois, sur la base des prédictions, mais le mec, c'est un oracle, quoi. Je veux dire, il faut sûrement faire confiance aux tueurs de poulets beaucoup plus qu'à Neil Ferguson, parce que tout ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Et donc, en fait, c'est lui qui, en 2009, était déjà aux manettes à l'OMS pour faire des prédictions catastrophiques qui font que l'OMS va effectivement déclarer la pandémie avec tout ce qu'on connaît, qui annonçait effectivement le Covid. Bon. Donc, le Sénat va analyser ça. En fait, ils vont analyser d'où viennent le problème des mathématiques dans les prédictions, d'où ça vient. Ça vient de l'OMS, et l'OMS employait déjà Ferguson, mais de manière secrète, parce que, en fait, on ne savait pas à l'époque qui conseillait l'OMS. On savait qu'il y a un groupe d'experts, on ne savait pas qui, et même la Commission européenne, à l'époque, ne pouvait pas savoir qui y avait dans le groupe des experts de l'OMS pour effectivement conseiller l'OMS et lui faire donc adopter ces résolutions pandémiques, et puis les avertissements et les alertes. Voilà. Donc là, je vous lis le rapport du Sénat sur la grippe H1N1. Pour bien vous montrer qu'ils vont identifier ce problème-là, ils vont demander qu'on résolve ce problème de l'épidémiologie mathématique de ces délires, en fait, et on va voir que ça n'a pas du tout été fait, et que du coup, c'est réinvité quelque part une puissance étrangère dans l'ensemble des éditions françaises. Alors donc, dans son rapport de 2010, sur le Sénat note la chose suivante. Bon. L'épidémiologie a, depuis le début du XXe siècle, fait une place croissante au modèle mathématique. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est Ross, Kamak, McKendrick, afin de déterminer les hypothèses possibles concernant la diffusion et l'impact d'un virus. Malgré leur diversité croissante, ces modèles reposent tous sur le théorème dit du seuil. Donc ça, c'est l'immunité collective. Hein. On vous a dit, si 66% de la population française est vaccinée, le virus disparaît. Ils vous l'ont dit, donc on verra après qu'ils savent que c'est de la foutaise, mais c'est pas grave. Donc déjà en 2009, ils le savent que c'est de la foutaise. Ils savent que tout ça, ça marche pas, mais on va le resservir sur les plateaux de télé. Donc qui stipule ce terme de seuil, pour qu'une épidémie puisse avoir lieu, il faut une communauté susceptible de taille supérieure à un seuil défini par deux termes, la contagiosité, l'infection de la phase infectieuse. Concrètement, cette formule est censée permettre la détermination du nombre de personnes susceptibles d'être infectées par une personne malade. Donc ça, c'est le R0. Une fois que ce facteur est posé, des scénarios de diffusion de pandémie peuvent être conçus, et l'effet des différentes contre-mesures, là c'est le confinement, distanciation sociale, fermeture des bars, des restaurants, donc tout ça, ça viendra des équations de l'épidémiologie, qui disent mais comme on a compris les équations, on sait jouer sur les paramètres de l'équation, donc on sait comment arrêter le virus. Bon. Une fois donc ce facteur posé, les scénarios de diffusion de la pandémie peuvent être conçus et l'effet des différentes contre-mesures envisageables estimés. Les modèles apparaissent donc comme des instruments utiles à l'aide de la prise de décision. C'est-à-dire qu'ils vous disent qu'on va prendre des décisions sur la base des équations. Bon, et là déjà épistémologiquement c'est pas bon, parce que la politique c'est pas la science. Enfin, la science ça sert pas à faire la politique. La politique c'est on se réunit tous, on dit si on est d'accord ou pas pour un truc. Peu importe ce que pense le scientifique, c'est pas lui qui va décider pour vous, à votre place, si vous devez porter un masque ou pas, c'est à vous de prendre le risque. Pareil pour le vaccin, c'est pas à lui de décider si le vaccin va stopper la diffusion. Le vaccin, c'est quelque chose que vous mettez dans votre corps, donc c'est vous qui décidez, point barre. Il n'y a pas besoin de dire l'équation a dit que le vaccin allait arrêter l'épidémie. Ça, c'est le pass sanitaire. Ils ont fait une équation pour essayer de prétendre ça. Ça peut pas marcher. Bon.
Et donc ce début du XXe siècle, tel que le rapporte le Sénat, c'était les équations dont je vous ai parlé. Bon. Donc ils savent, ils commencent à comprendre le truc, et ils vont dire... donc il y a des modèles, ces modèles doivent nous aider à prendre des décisions sur l'organisation de la société. Bon, l'épidémiologie naît, comme je vous ai dit, en Angleterre essentiellement, pour l'administration des colonies. Bon. Et le Sénat va commencer tout de suite, une fois qu'il a posé les principes des équations qui sont censées pouvoir nous montrer comment on peut ou pas maîtriser une épidémie et donc prendre des décisions politiques derrière. Ils vont commencer par critiquer tout ça, ils vont dire non mais attendez, ça ne marche pas. Donc là, à nouveau, je vous cite effectivement ce qui s'est passé en 2009. Du Sénat rappelle ce qui s'est passé en 2009. Il y a déjà eu des modèles qui avaient été faits par un certain Antoine Flahault, qu'on a vu sur les plateaux de télé. Bon, lui, ça fait donc 25 ans qu'il raconte n'importe quoi, mais et donc il a fini par se faire virer de l'école des études en santé publique à Rennes, mais bon, il est toujours dans le débat public. Et là, le Sénat dit voilà, donc au cours de la pandémie de 2009, 2 modèles ont été utilisés en France, donc celui conçu par l'Institut de veille sanitaire et l'INSERM, donc à la demande du comité de lutte contre la grippe. Bon, voilà. Et donc, il y en a un qui a été développé par M. Antoine Flahault, donc, qui était directeur des études en santé publique à Rennes. Et tous les deux ont systématiquement surestimé les effets du virus, incitant les pouvoirs publics à persévérer dans l'idée que la vaccination de l'ensemble de la population était nécessaire. Bon, ils le disent, les mecs racontent n'importe quoi, on va tous mourir. Donc c'est ça, ils surestiment forcément les trucs. Il n'y a pas d'équation en épidémiologie, c'est pas comme le mouvement des planètes, hein, je vous le dis tout de suite. Et sur la base de fausses prédictions qui reposent sur rien, ils demandent déjà à ce que tout le monde soit vacciné. C'est ça, c'était effectivement en 2009. Et donc dans son avis du 28 septembre 2009, donc l'Institut de veille sanitaire estimait ainsi sur la base de son modèle que le nombre de décès varierait entre 6400 et 96 000. Donc déjà, une fourchette large, hein, on n'est pas... bon. Et soit donc de 2 à 3 fois plus, à 30 fois plus que la grippe saisonnière. Et donc M. Flahault, donc c'est un peu l'ancêtre de Gauchemesse, si vous voulez, de Ferguson, donc estimait que le virus pourrait tuer 30 000 personnes en France. Et donc on avait dénombré, fin 2010, 300 personnes qui étaient mortes. Voilà, donc il y a juste un facteur 100. Dans le truc. Donc ils savent, le Sénat dit, mais attendez, vos équations, ça veut rien dire. Vous surestimez complètement les trucs, à partir de ça, vous dites qu'il faut vacciner tout le monde, alors qu'on ne sait même pas ce que font les vaccins. Et donc, quand on fait le bilan à la fin, vous nous avez annoncé 30 000 morts, on a 300. Là, c'est pareil, vous avez annoncé 500 000 morts, et en fait, quand on fait les bilans de 2020, la surmortalité significative, c'était 20 000 personnes, en fait. Et encore, les personnes sont mortes, pas du Covid, hein, mais parce qu'on ne les a pas soignées. Donc ça, c'était tout ce qu'a démontré Pierre Chaillot, en fait, en disant, celles qui sont mortes, c'est le Rivotril, les gens qui ont dit de rester chez eux, effectivement, et puis les gens qui n'ont pas pu soigner leur AVC et leur crise cardiaque, en fait, à l'hôpital, parce que les hôpitaux étaient fermés. Donc c'est ça, 20 000 personnes qui meurent, c'est ça, en fait. Et c'est ça, la surmortalité. Donc, en gros, il n'y a pas de surmortalité significative, en fait, avec le Covid. Il y a bien des gens qui sont morts du Covid, bien sûr, mais comme, en gros, tous les ans, des gens meurent de la grippe ou de syndrome respiratoire, de Poitiers, etc. Bon. Donc le Sénat, quand même, voilà. Donc le Sénat continue, parce qu'en fait, le Sénat a tout compris en 2010. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à formuler les choses de sorte que il n'y avait plus rien à dire, après, juste à constater les faits, à se dire, bon, voilà, maintenant on va se mettre au boulot, on va reconstruire les manches, puis arrêter de raconter des conneries. Bon. Le Sénat continue. Avant d'essayer de déterminer les causes de cette surestimation, pourquoi ils ont annoncé 100 fois plus de morts que ce qu'on a compté, il convient d'insister sur le fait que, et là c'est le Sénat qui écrit en gras dans son rapport, les hypothèses formulées sur la base des modèles n'ont pas de valeur prédictive. Bon. En 2010, ils le savent. Ils le savent en 2010. Donc quand Ferguson, on verra, Ferguson fait un modèle à 500 000 morts, c'était déjà lui en 2009 qui avait fait des modèles à 100 fois plus de morts que... On le sait. C'est pas la peine de croire un truc pareil, le Sénat a déjà dit, c'est de la foutaise. D'accord ? Et donc, ils ont conscience qu'il y a un vrai problème dans cette peur, panique qu'on a manipulée, puisque on a mis en scène l'idée d'un Covid absolument... donc, on a fait les 500 000 morts de Ferguson, qu'on a répété partout au printemps. Alors après, ils ont refait le coup en 28 octobre 2020,
quand Macron annonce le second confinement, il dit l'étude de Cauchemar et de Fontanet, c'est 400 000 morts cette fois-ci. Alors il y avait 100 000 de moins, mais bon, parce qu'il y avait une première vague en gros, mais bon, il continue. Donc tout ça, c'est des modèles paramétriques qui ne veulent rien dire. Et le Sénat avait déjà fait le diagnostic en fait en 2009. Bon. Donc là, on va voir qu'il y a un problème. Donc ils disent effectivement. Donc ces hypothèses représentent simplement des conséquences possibles à partir de paramètres initiaux du modèle, notamment la contagiosité du virus et ses caractéristiques. Monsieur Flau lui-même regrette d'ailleurs que, alors, pour les épidémiologistes, non, mais c'est pas nous. Nous, on a fait des trucs, on nous a dit que ce serait entre 0 et 100 000 morts, mais bon voilà, ou 0 et 500 000 morts. Hein, mais, donc Flau dit ah, je regrette, lorsque nous présentons des scénarios possibles, en fait, c'est pas des scénarios possibles, hein, nous apparaissons comme des prévisionnistes, alors qu'on ne peut pas fonder une politique sur un modèle purement théorique. Flau lui-même dit en 2010 au Sénat, on ne peut pas fonder, je répète, hein, une politique sur un modèle purement théorique. Mais on a fait ça pendant tout, comme corps, c'est ça, donc la fermeture des barrières dans ces cas, les 400 000 morts, c'est ça, le pass sanitaire, c'est ça, c'est ça. Et comment c'est possible alors que c'est écrit noir sur blanc dans le rapport du Sénat qui fait le bilan de la H1N1 que c'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Donc le Sénat comprend bien qu'il n'y a rien qui va dans ces scénarios. Et alors il continue au-delà même du problème de compréhension par les autorités de ce que c'est un modèle. Et là, il met en gras, le Sénat, l'absence de corrélation entre les estimations modélisées et la réalité constatée est frappante. Et donc, l'estimation la plus optimiste du modèle de l'INSERM s'est révélée plus de 20 fois supérieure à la météorité. Donc en fait, il constate les dégâts en disant vous avez raconté n'importe quoi et on va arrêter de vous croire dorénavant. Et donc, ce que dit un truc, voilà. Et donc, à la suite de ce constat, le Sénat va proposer, donc, c'est une des propositions donc, du Sénat dans son rapport sur la grippe H1N1, proposition numéro 4, je vous le lis, améliorer la capacité française en matière de modélisation mathématique des problèmes sanitaires. Donc là, ils font le constat, alors ils ont bien compris que ça venait de l'OMS, que derrière l'OMS, il y a Neil Ferguson, et on verra derrière Neil Ferguson, il y a Bill Gates, hein, tout de suite, vous allez voir, c'est très clair, enfin c'est sourcé, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, ils comprennent bien qu'on s'est fait berner par l'OMS, qu'on a eu du coup une politique sanitaire qui est venue par des gens qu'on ne contrôle pas, sur des chiffres que personne n'a vus, avec des constatations délirantes entre les prédictions et la réalité. Tout ça. Alors, le problème du Sénat, c'est que, bon, ils ne peuvent pas dire techniquement on va enterrer l'épidémiologie, puis on va prendre des décisions politiquement en se passant de leur avis. Mais en même temps, ils ont un problème parce que. Bon, ils ne peuvent pas intervenir directement dans le champ scientifique, ils ne peuvent pas dire bon, on vire un tel, et puis du coup on va le remplacer par un tel. Donc ils font une proposition d'amélioration. Ils disent bon voilà, il faudra améliorer le système donc, de l'épidémiologie mathématique, c'est celle-là qui nous a mise dedans. Nous en tant que politique, on ne peut pas dire que ça sert à rien, puisque ça appartient aux scientifiques de dire eux-mêmes. Donc là, il y a la question de l'indépendance de la science, mais il ne peut y avoir de science indépendante que si elle est honnête et intègre. Et c'est ça justement le conseil scientifique indépendant, c'est-à-dire que c'est marrant parce qu'on nous a beaucoup reproché, il y a eu 2-3 papiers comme ça dans la presse mainstream, où le fact-checker évoquait c'est ici indépendant, enfin le conseil scientifique indépendant, il dit toujours c'est scientifique autoproclamé indépendant, et ce à quoi vous faites remarquer que l'indépendance ça s'autoproclame, hein, c'est vous qui la prenez, c'est pas, on ne peut pas vous donner l'indépendance quelque part, non, c'est vous qui la conquérez contre effectivement les instances supérieures. Donc si à un moment donné la France dit bah nous on veut plus de l'Europe, voilà, la France dit ouais, pas attendre que l'Europe dise la France est indépendante, parce que si vous faites ça c'est que vous n'êtes pas indépendant. Donc l'indépendance c'est toujours quelque chose qui se conquiert effectivement contre les pouvoirs en place, d'où le fait que quand le conseil scientifique a été nommé, en fait, c'est l'exécutif qui a rédigé le règlement, le statut, et l'exécutif a dit « vous êtes indépendant ». Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est les scientifiques qui disent « nous sommes indépendants, justement », et on se porte en collectif, indépendant, justement, pour apporter une parole, justement, qu'on nous a pas demandé. Parce que c'est ça l'indépendance, c'est qu'on ne vous attendait pas, et puis on dit « non, mais je suis quand même là ». Et donc du coup, alors, on voit là que effectivement, le Sénat est embêté, parce qu'il faut respecter effectivement l'autonomie du champ scientifique, parce que c'est lui qui doit à un moment donné s'opposer, si besoin, à un exécutif qui va prétendre confisquer la science pour gouverner au nom de la science, justement contre les scientifiques. Donc ils sont embêtés, donc ils comprennent bien qu'il y a un gros problème avec ce champ mathématique en épidémiologie qui a foutu tout le monde dedans en fait pendant le grippe H1N1, mais ils sont un peu démunis, donc ils font une recommandation, c'est améliorons le champ des mathématiques pour éviter que ce genre de conneries se répètent. Bon, et alors là vous allez voir, le problème c'est que ça va pas marcher. Bon. Donc on va virer Antoine Flau, qui était
alors pour plein de raisons, parce que bon, il était directeur de l'école de santé publique à Rennes. Il avait raconté n'importe quoi sur les modèles, et puis on l'avait déjà pour les chikungunya, hein, Flau, donc il fait partie de toutes les conneries épidémiologiques. Et apparemment, apparemment sa femme aurait eu pas mal de conflits d'intérêts également, donc en 2013, Antoine Flau va être débarqué en gros de son poste à Rennes. Et donc il va falloir quelque part lui trouver un successeur, trouver justement, améliorer le champ des mathématiques épidémiologiques en France. Et donc en fait, le gros problème, c'est qu'on va embaucher en 2013 Simon Cauchemez. Donc pour qu'on vire Flau, ça crée un vide. Du coup, on embauche Simon Cauchemez à l'Institut Pasteur et on lui donne la responsabilité de créer le laboratoire de modélisation mathématique de l'épidémiologie. Donc en fait, c'est à lui qu'on dit, le Sénat a fait ce constat qu'il y avait une carence terrible sur les modèles mathématiques, et donc on va nommer Simon Cauchemez, sauf que Simon Cauchemez, c'est l'élève de Ferguson. C'est-à-dire qu'il a soutenu sa thèse en 2005, et en 2005, il part à l'Imperial College, il va bosser avec et pour Neil Ferguson, et en 2013, il revient à l'Institut Pasteur. C'est-à-dire que vous faites sortir le loup, et puis vous faites rentrer dans la bergerie. Et donc, alors d'abord, il y a un problème avec Cauchemez, c'est que Cauchemez, il vient pas de la physique ni de l'épidémiologie, il a fait l'ENSA, il a fait des études en économie en fait. Qu'est-ce que ça le prédispose pour faire ensuite des modèles mathématiques sur l'épidémiologie, on ne comprend pas bien le lien. Et c'est ce que je vous dis, en France, l'épidémiologie reste un champ assez dominé, au sens où vous y allez un peu, quand vous ne pouvez pas forcément aller ailleurs, si c'est pas un truc très prestigieux, faut le dire franchement. Et d'ailleurs, le niveau de mathématiques est tellement bas qu'en France, ça n'intéresse personne. C'est ça le truc. Vous regardez, moi j'ai regardé les modèles, vous faites ça 2 mois, puis après vous vous en lassez parce qu'il n'y a rien et que c'est toujours la même chose. Et puis justement, c'est pas un truc expérimental. Autant la physique c'est expérimental. Bon, il y a des vraies expériences à faire. L'épidémiologie, il n'y a pas grand chose à faire de ce point de vue-là, on ne comprend pas grand chose. Donc, sinon Cauchemez, c'est à peu près tout ce qu'il faut éviter comme recrutement en mathématiques. C'est les Ferguson, il n'a pas forcément un capital spécifique là-dedans qui est très important. Et donc, en fait, et en plus, dès 2005, donc au moment où il a recruté, c'est déjà 8 ans, donc il a participé à la grippe H1N1, au chikungunya, à tous les scandales sanitaires, on a raconté n'importe quoi sur le nombre de morts, donc lui, il baigne déjà là-dedans, il n'a pas de problème avec le fait de raconter n'importe quoi, de toute façon, c'est son milieu, c'est là-dedans qu'il a été formé à l'Imperial College. Ferguson, c'est le plus grand menteur paranoïaque de toute l'histoire de l'université, sans doute de l'Imperial College. Ça ne peut pas marcher, donc c'est pas possible. Et donc, on voit que son lien avec Ferguson va être problématique, en fait, dès le début, parce que, vous allez voir, Ferguson, c'est la main de l'OMS et la main de Bill Gates, et donc, avec toutes les conséquences derrière. Donc, ça veut dire qu'on embauche quelqu'un qui, comme il n'est pas, justement, c'est quelqu'un qui n'a pas d'envergure scientifique, si vous voulez. C'est ça en fait qu'on a fait, et c'est là où on commence à voir justement apparaître les questions d'indépendance et de souveraineté, c'est-à-dire qui vous avez mis au cœur du système, qui va être donc au conseil scientifique, qui va être celui qui va valider toutes les études mathématiques qui vont être comme corps, machin, etc., pour justement restreindre les libertés, comme on l'a vécu, voilà. Donc qui est ce mec-là, et en fait à qui il obéit finalement? Est-ce qu'il a une vraie autonomie, une vraie indépendance, et une éthique du coup associée, parce que il faut être un chercheur, c'est avoir la responsabilité d'un certain discours sur le vrai, si vous voulez, qui doit vous engager quand le pouvoir fait en raconter des conneries. Donc, mais de ce point de vue-là, si vous-même vous êtes arrivé dans des conditions, en gros, on va dire qui ne sont pas hyper méritoires, ou parce que vous allez représenter les intérêts des uns des autres, c'est compromis dès le début. Donc voilà un peu ce qui se passe. Voilà, donc il n'a pas du tout le profil, et il va être néanmoins chargé en 2013 donc de créer le laboratoire d'épidémiologie mathématique à l'Institut Pasteur, qui servira. Et donc là, on sent que c'est un cheval de Troie. C'est un pion, en fait. Cauchemez, c'est pas du tout quelqu'un qui est là parce qu'il aurait des compétences intrinsèques, je pense, en tant que chercheur, avec des idées à développer, effectivement. Moi, j'ai pas mal d'idées à développer, si vous voulez, sur des tas de sujets, mais
Kochmetz, c'est pas vraiment ça, c'est pas le profil. Il a bossé pour Nick Ferguson, il a trempé déjà dans les fausses prédictions, et donc c'est beaucoup plus quelqu'un qui, à mon sens, va être achetable et achetable par les puissances étrangères et par les intérêts effectivement privés. Sachez que l'Institut Pasteur est une fondation privée. C'est pas comme l'INSERM ou c'est pas comme l'université, c'est une fondation privée. Donc je ne sais pas exactement quel est le statut des chercheurs. Ils ont des financements qui ne sont pas forcément, on ne peut pas forcément leur demander des comptes, comme c'est une entreprise privée, contrairement à, je pense, une faculté, ou etc., qui est vraiment financée par l'argent public uniquement. Là, le fait que ce soit une fondation privée pose un vrai problème sur le statut des chercheurs qui travaillent là-dedans. Je ne sais pas jusqu'où ils relèvent vraiment du code de la recherche et de l'éducation. Enfin bon, c'est pas très clair. Bon. Alors donc, quand vous regardez un peu l'équipe de Kochmetz, donc ça fait 2013, hein, donc ça fait 12 ans qu'il est à la tête de ce laboratoire. Et en fait, il n'y a jamais aucun chercheur d'envergure qui est venu dans ce laboratoire. C'est-à-dire que quand vous êtes vraiment comme Raoult, prenez Raoult, l'IHU, c'est, je sais pas, 120 chercheurs, tous ils sont dans le top 10 des publications dans leur domaine. Enfin, derrière Raoult, il y a un monde fou. Enfin, je veux dire, c'est les plus grandes sommités mondiales, des collaborations internationales partout, avec, enfin vraiment, bon. Parce que c'est un type d'envergure, effectivement, qui a ses propres idées, qui a découvert donc les fameux, je crois, les macrovirus, ce genre de... Bon, il a vraiment des idées, des découvertes, et puis donc des idées sur le repositioning, notamment. C'est en France un de ceux qui explique que quand il y a une maladie émergente, on va commencer par tester toutes les molécules qui existent pour voir si par hasard. Et l'ivermectine et la chloroquine, c'est ça, en fait. C'est du repositioning qui marche très bien. Il a tout, il travaille avec tout le monde. Bon, bref. Et vous voyez donc... Et pourtant, bon, on l'a vilipendé, on l'a exclu, on a dit qu'il racontait des conneries à longueur de journée, que c'était un menteur, qui avait des publications truquées, enfin, il a tout fait, hein, vraiment, c'est... Voilà. Et il vous mettez à la place Kochmetz, membre du conseil scientifique, qui impose comme corps, qui impose effectivement les confinements, qui impose le pass sanitaire, bon, qui a tous les pouvoirs, donc au nom de la science. Et vous regardez son équipe à l'Institut Pasteur, parce qu'il a présenté son équipe quand même. Donc bon, donc Simon Kochmetz, il a mon âge, 2 ans de moins, donc plutôt jeune chercheur. C'est pas il y a des jeunes chercheurs très talentueux, mais la recherche c'est plutôt quelque chose qui se mesure à l'expérience quand même en général. Bon, et donc il y a Simon Kochmetz, donc qui est le responsable de la structure. Vous avez une certaine Julie Perrault. Alors je dis les noms parce qu'ils sont publics, hein, ils sont sur internet, vous pouvez les voir. Donc elle, c'est ingénieur de recherche, apparemment une 30aine d'années. Vous avez Nathanaël Orzé, c'est un post-doctorant. Ensuite, Céline Limousin, c'est le personnel administratif. Paul Bossetti, c'est un post-doctorant. Malice Layan, c'est une étudiante en thèse. Cécile Tramkem, il est étudiante en thèse. Thomas Cortier, étudiant en thèse. Antoine Gros, il est post-doctorant. L'autre, il est post-doctorant. Ensuite, l'autre, il est même étudiant en M2. Voilà. Et donc, ça fait en tout 6 personnes. Il n'y en a pas un qui est un chercheur. C'est dramatique. Et quand vous regardez, et donc il n'y en a pas un qui est un chercheur. Vous prenez l'IHU, c'est, je sais pas, une centaine de chercheurs, tous dans le top mondial. Bon, lui, il a juste le droit de se taire et d'être un charlatan. Vous prenez Kochmetz, vous regardez son équipe, c'est même pas des mecs diplômés. Ils n'ont qu'un diplôme, quoi. Donc, et ça fait 13 ans qu'il dirige son institut. Donc, pourquoi il n'y a personne? Parce qu'il est personne. Parce que, en fait, c'est une coquille vide, son truc. Depuis le début, c'est une coquille vide, en fait. Donc, la question, c'est d'où ça vient, ces publications, d'où ça vient. Parce que chez Raoult, vous voulez faire une publication, il y a 4 personnes tout de suite que vous pouvez mobiliser. Dès que vous avez une idée, paf, vous avez 10 personnes qui vont utiliser le sujet en un an, vous avez des financements, etc. Qui peut financer un truc? En particulier les postdoctorants, ça coûte cher. Qui finance les postdoctorants pour un mec qui est tout seul depuis 10 ans, qui n'a jamais réussi à attirer un seul chercheur d'envergure avec lui, parce qu'il pourrait travailler avec Ioannidis. Si vous dites Ioannidis, c'est effectivement un des plus grands épidémiologistes mondiaux qui est, je ne sais plus si c'est Stanford ou bon, peu importe, c'est une très grande université américaine. Bon, si vous travaillez avec ces gens-là, avec Jay Bhattacharya par exemple aussi, au MIT, bon, pourquoi pas, mais vous avez forcément après des chercheurs confirmés qui vont vous rejoindre
pouvez pas être tout seul dans un truc là avec juste des gamins, quoi. Parce que c'est des gamins les postdoctorants, je vous le dis. Avant qu'un postdoctorant devienne un vrai chercheur, il y a encore des années. Hein, c'est pas. Bon, donc voilà, ces personnes. Alors lui, il recrute carrément ses collaborateurs sur Twitter. Voilà. Donc, non, je vous promets, hein, j'ai la photo et tout, c'est lui qui le met. Alors donc, message de Simon Kochmes du 5 octobre 2022. Join us at Institute Pasteur in Paris to develop mathematical models that will help improve our understanding of epidemics. Donc en fait, venez nous rejoindre à l'Institut Pasteur pour nous aider à développer des modèles mathématiques qui vont nous aider à améliorer notre compréhension des épidémies. Mais on pensait que tu les comprenais bien, puisque tu as écrit un pass sanitaire, un modèle de pass sanitaire, un modèle de confinement, etc. Donc en fait, non, ce qu'on comprend, c'est que c'est plutôt en développement tout ça. Bon. Donc voilà, du coup, alors quand vous verrez la photo, c'est juste un club de vacances. C'est des gamins qui se réunissent et il n'y a rien. Donc la question c'est, mais qui il y a derrière, quoi. On peut pas penser que on a laissé un gamin tout seul, qui en plus n'a pas vraiment d'envergure, enfin bon, décider à lui tout seul des modèles mathématiques qui vont enfermer tout le monde en France, faire fermer moi je pense beaucoup aux restaurateurs, aux soignants suspendus. Tout ça, ça vient d'études mathématiques de Kochmes. C'est pas possible que ce soit lui tout seul, c'est pas possible. Non, il y a des intérêts derrière. Et l'idée que je développe de plus en plus, en fait, c'est que Kochmes, c'est un pion. C'est pas du tout un chercheur indépendant, c'est pas un Raoult, c'est un pion. C'est un mec qui est là pour faire illusion, en fait, qui essaie de gonfler son équipe. Il recrute les mecs même en M2, là, et ça, les gens, ils sont même pas finis de former, ils ont même pas de thèse encore. Ils sont dans son équipe, ça veut dire qu'il y a personne, en fait. Il est obligé de... Voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, il va se passer un truc, vous allez comprendre que derrière, en fait, Kochmes, c'est évidemment Ferguson, en réalité, et que Kochmes est là pour relayer, en fait, les avis de Ferguson. Kochmes, c'est un pion, et l'Institut Pasteur, en fait, c'est une façade pour masquer, en tout cas au niveau de l'épidémiologie mathématique, c'est sûr, c'est une façade pour masquer, en fait, des intérêts étrangers, et en fait, une manipulation étrangère, ce qu'on pourrait appeler une intelligence avec l'ennemi, sur la base, effectivement, eh bien, des modèles mathématiques qui vont permettre de justifier, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe en épidémiologie? C'est toujours la même chose. Quand vous faites le bilan des comptes, il ne s'est rien passé. Et c'est ce que dit Pierre Chaillot sur 2020, qui était censé être l'année la plus terrible sur le Covid. Vous faites les stats de mortalité, il ne s'est rien passé. Mais 2020, c'est la 5e année la moins mortelle de toute l'histoire en fait, de France, et vous êtes au niveau de 2015. C'est-à-dire une grippe en 2015 qui a tué autant que les morts qu'on a vus de 2020. Et je vous rappelle que les morts de 2020, c'est ceux qu'on n'a pas soignés. C'est-à-dire que si on avait vraiment soigné les gens, 2020 serait peut-être l'année la moins mortelle. Et pour les moins de 65 ans, je le répète, c'est l'ouvrage de Pierre Chaillot, vous pouvez lire, il est très intéressant. Pour les moins de 65 ans, 2020, c'est l'année la moins mortelle de toute l'histoire de la mortalité en France. Bon. Donc, quand vous faites les bilans, il ne se passe jamais rien, en fait, parce que c'est un virus qui était assez peu grave, finalement, qu'on soignait très bien avec d'abord la chloroquine, l'azithromycine, puis l'ivermectine, puis tout ce que vous voulez. Pardon, l'artémisia s'il faut, les antihistaminiques, enfin, bon, il y a énormément de protocoles, il y a énormément, en fait, de la vitamine D, qu'on a, etc. Donc, c'est pour ça que, en fait, ça n'a jamais été une maladie très grave. Donc, en fait, la seule raison d'affoler les gens, c'est de faire des prédictions. Parce que, pareil, quand vous prenez le rapport de la TIH, c'est sur l'activité hospitalière. Donc en 2021, ils sortent un rapport sur 2020. Le Covid, c'était 2% des hospitalisations globales sur toute l'année et 5% au max en réanimation, sachant que les 5% doivent être corrigés par le fait qu'on avait fermé à peu près tout, d'abord, et puis qu'on n'avait pas utilisé en plus ces moyens de soins privés, qui avaient été effectivement... Donc en fait, la seule manière de faire peur, en fait, c'est de proposer des prédictions qui soient apocalyptiques. Et donc c'est ça, en fait, le rôle de Ferguson, dont Kochmes va être le relais. Kochmes va être le relais de ce truc-là, et quand, en fait, en 2020, en mars 2020, Macron décide du confinement, il le fait sur les recommandations de Ferguson, qui va passer un coup de fil à Kochmes pour lui dire, ok, appuie la décision, en fait, auprès de Macron, parce que, effectivement, moi j'ai fait des simulations sur l'Angleterre et les États-Unis. En Angleterre, j'annonce 500 000 morts. Aux États-Unis, j'annonce 2 millions de morts. Alors, juste sur le printemps, en plus, hein, c'est-à-dire que c'est même pas sur toute l'histoire du virus, sur 100 ans de virus, c'est sur juste le printemps, j'annonce ça. Et alors, on va voir, il ne fera pas les calculs pour la France, mais Kochmes dira, alors, il le dit dans
l'avis du conseil scientifique du 16 mars 2020, il dit suite à une communication personnelle de Ferguson, blablabla, on va avoir 500 000 morts. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est passé dans la discrétion entre Cauchemez et Ferguson, c'est-à-dire qu'en gros, Ferguson a appelé son pion, quoi, tout simplement, en lui disant, bon voilà, j'ai fait les simulations, c'est 100 000 morts. Et on va voir qu'en fait, Cauchemez, d'abord les simulations n'ont pas été faites pour la France, et en plus, Cauchemez n'a pas les moyens de les faire. C'est-à-dire qu'en fait, il peut que dire oui, et puis il est là en fait pour relayer la parole de Ferguson. Alors, quand il arrive en 2013, Cauchemez à l'Institut Pasteur, il va recevoir un premier financement, qui est un financement donc, que va lui distribuer en fait Ferguson, depuis l'Imperial College, lui-même étant financé par l'association Bill et Melinda Gates. Donc là, je vous parle de ce projet-là, parce qu'il est très important, et il montre bien que tout ça se prépare ailleurs. Et le problème, il est là, et qu'en fait, le mec qu'on a embauché, il est là pour être le pion, en fait, de ces intérêts-là, et pas du tout un chercheur indépendant, là pour développer ses idées et travailler en autonomie, et avec toute la rigueur de la science. Bon. Ah non, c'est pas moi. Voilà. Donc, il y a eu un projet donc, alors que j'ai trouvé hein, sur le site de la fondation Bill et Melinda Gates, qui pour le coup, un peu comme le font les Américains, ils ont toujours cette notion de transparence, parce que sinon c'est un parjeu, enfin ils ne cachent pas les choses, en gros ils essaient de les enrober, mais ils ne les cachent pas trop. Donc c'est le projet MRC, Center for Outbreak Analysis and Modeling Renewal. Et donc c'est un projet qui a reçu donc, entre mars 2013 et mars 2018, donc ça c'est très important, parce qu'on est pile après le H1N1 et juste avant le Covid. Voilà. Et donc en fait, dans cette période-là, ils ont analysé vraisemblablement, peut-être grâce d'ailleurs au rapport du Sénat français, toutes les faiblesses qu'il y avait dans l'idée que les mathématiques avaient été, sont mises sur la sellette en fait après le rapport français. Donc il faut améliorer non pas les modèles, mais la crédibilité. C'est-à-dire, il faut trouver du soutien, pour que des gens puissent nous dire « Ah ouais, non, en fait, vos simulations, elles sont bonnes. » C'est ce qu'on a eu en mars 2020. Bon. Et donc, ce projet a reçu la bagatelle, alors c'est très précis, 2 325 402 livres sterling de la part de la fondation Bill et Melinda Gates. Voilà. Et en fait, c'est un projet, quand vous le regardez, qui ne correspond pas au... D'ailleurs, la somme est énorme. 2 millions de livres sterling, c'est énorme, en fait, pour un projet, voilà. Et en fait, c'est un projet où, quand vous regardez le nombre de partenaires qu'il y a 120 partenaires. Il y a 120 partenaires, et donc, bon, moi j'ai fait une thèse, il y avait 3 partenaires, déjà c'était le bordel, hein, je vous le dis tout de suite. Donc quand vous faites ce genre de projet, c'est pas un projet scientifique avec 120 partenaires, c'est un arrosage. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, en gros, à Ferguson, tiens, tu as 2 millions de livres sterling, tu vas arroser à droite à gauche, tu payes un an de postdoc, tu payes une collaboration pour un article, etc. De sorte que, à la fin, tu aies un nombre de soutiens de gens qui te soient pas redevables, qui t'ont créé des contacts, de la sympathie, etc., etc. Et donc ces 120 partenaires-là, parmi lesquels des universités américaines très prestigieuses, en fait, sont là en gros pour recevoir l'argent de Ferguson et quelque part être collaboratif, si vous voulez, au travail de Ferguson et donc défendre au fond les études. Donc en gros, ce qui se passe, la manière avec laquelle j'interprète, alors c'est mon interprétation, mais quand vous regardez la somme et la structure du projet, il n'y a pas vraiment d'autre interprétation. Vous allez voir, et d'autant plus, vous allez voir que le travail n'a même pas été réalisé. Donc c'est Neil Ferguson qui a l'argent de Bill et Melinda Gates pour eh bien l'envoyer à des gens qui ensuite seront sûrement redevables de quelque chose. Et donc le titre du projet, je vous l'écris, je vous le dis parce qu'il a été décrit par la fondation Bill et Melinda Gates, et l'intitulé du projet commence comme ça. Donc la menace de nouvelles maladies infectieuses a été mise en évidence ces dernières années par l'épidémie de SRAS en 2003, la grippe aviaire H5N1 et la pandémie de grippe de H1N1 en 2009. Donc il part de ce constat que effectivement, il y a des maladies infectieuses émergentes qu'il va falloir du coup modéliser en termes de diffusion, comme toujours, pour savoir comment on va agir, machin, blablabla. Bon. Se préparer à de telles éventualités est une priorité pour les agences de santé publique et les gouvernements du monde entier. Donc là, on vise tout de suite la tête, c'est-à-dire que nous allons faire un projet où on va travailler sur l'émergence des maladies infectieuses pour dire qu'on s'est modélisé, de sorte que, quand elles arrivent, on s'adresse directement en fait aux agences de santé et au gouvernement pour leur dire comment agir. Donc le projet, il est très clair. Et donc, de plus, comme la recherche scientifique propose de nouvelles approches pour contrôler les maladies infectieuses existantes, etc.,
il est nécessaire de déterminer quelles interventions sont susceptibles de fonctionner le mieux pour limiter la maladie et les maladies causées donc, dans un contexte particulier. Donc en fait, ils disent très bien que, effectivement, on va intervenir, donc c'est les fameux mesures, les NPI, hein, les interventions non pharmaceutiques, donc enfermons tout le monde. Et la thèse de Cauchemez, donc, qui est soutenue en 2005, elle est sur la fermeture des écoles en période de grippe. C'est lui qui va porter cette idée, qui sait comment ça marche, grâce à des équations. Il sait que si on ferme les écoles, alors ça marche pas, on n'a jamais fermé les écoles pour la grippe, hein, et on n'a jamais montré que fermer les écoles pour la grippe, ça permettait de juguler la grippe. Mais en fait, il fait sa thèse là-dessus, et donc lui, il est parmi ceux qui proposent à partir des équations, justement, des interventions pour essayer de diffuser tout ça. Bon. Alors, ils vous disent à quoi sert le financement. Le financement qui est donc les 2,5 millions de livres sterling, ils vous disent à quoi ça sert dans le projet donc Bill et Melinda Gates. Le financement fourni par le MRC et l'Imperial College, donc, Ferguson, a permis un investissement dédié dans le développement de partenariats de collaboration étroits avec donc la Health Public Agency, donc ça c'est l'équivalent de la NSM en Angleterre, okay, le CDC, Control for Disease Center for Disease Control, donc aux États-Unis, et évidemment l'OMS. Bon. Ainsi qu'avec d'autres organisations importantes qui travaillent à l'amélioration de la santé dans les pays en développement, etc. etc. Bon. Donc en fait, très clairement, leur programme, c'est développons des espèces d'équations qui vont nous permettre de dire que voilà, on sait comment se diffuser le virus et comment on peut agir sur la diffusion à partir de notre compréhension des modèles mathématiques. Et ça, allons porter devant le CDC américain, l'Agence de santé publique anglaise et l'OMS. Et donc c'est ce qui vous expliquera que plus tard, les modèles qui ont été faits de Ferguson n'ont tourné que sur l'Angleterre et les États-Unis, parce que en fait, les fameux 500 000 morts en Angleterre, ils sont en fait issus a priori de ce programme de recherche-là, et ont pour but en fait de convaincre les agences anglaises et américaines de la dangerosité d'un virus par des modèles équationnels qu'on dominerait et qui feraient que, en imposant des NPI qui vont en gros modifier les paramètres de l'équation, on stopperait la maladie. C'est ça en fait qui s'est passé. Et tout ça c'est financé par Bill et Melinda Gates, avec Neil Ferguson à la baguette, et dans les 120 partenaires effectivement qui ont reçu l'argent, il y avait l'Institut Pasteur en 2013, évidemment, Cauchemez, donc, qui participe à ce programme-là. Donc en fait, tout est très clair, tout est extrêmement clair, c'est dit, c'est ça qui est extraordinaire dans toute cette crise, c'est tout est dit et écrit à l'avance. C'est-à-dire que on sait que ce programme entre 2013 et 2018, il a servi à essayer de crédibiliser auprès de partenaires institutionnels et auprès en fait des agences de santé l'idée que les modèles épidémiologistes qui avaient été pointés du doigt par le Sénat français en fait avaient été améliorés par une liste d'articles, machin, etc. et que donc permettaient de mieux comprendre et de lutter contre. En fait. Et Cauchemez ne sert qu'à être la courroie de transmission entre effectivement Bill Gates, Neil Ferguson et du coup le président et les agences de santé françaises. Donc c'est ça en fait son truc. Bon. Et alors, c'est tellement évident, si vous voulez, que l'argent a juste servi à acheter en gros du soutien, que quand va arriver effectivement le Covid, ils vont faire tourner le modèle en vitesse pour faire leurs 500 000 morts en Angleterre aux États-Unis. Je rappelle que la France n'appartient pas au programme de simulation parce que dans le projet Bill et Melinda Gates, c'est le CDC et la Public Health Agency. Et donc en fait, il fait tourner ces trucs, il annonce 500 000 morts, et puis quand même les Anglais disent bon, montrez-nous les codes, quoi. Quand même, quoi. 500 000 morts, quand même, c'est pas la première fois en plus, on sait très bien qu'ils racontent n'importe quoi depuis le début, donc montrez-nous un peu les codes. Et en fait, vous allez voir, il y a un ingénieur Google, en fait, qui va être le premier à demander et à expertiser les codes de Neil Ferguson, et qui écrira donc dans un petit canard web qui s'appelle dailyceptic.org, vous regarderez. En fait, ce n'est pas le code de Ferguson que Ferguson a exécuté pour produire son célèbre rapport 9. Le rapport 9, c'est le rapport qu'il produit donc le 16 mars 2020 pour dire 500 000 morts en Angleterre, 2 millions de morts aux États-Unis, puis comme la France c'est comme l'Angleterre, avec 500 000 morts aussi, on vend tout ça et il écrit qu'il faudra mettre les gens en confinement en attendant le vaccin. Donc c'est ça le truc. Donc il annonce déjà un vaccin à 18 mois. Il sait que le vaccin va arriver dans 18 mois. Alors ce qu'a très bien répété Christian Perron depuis toujours, c'est un vaccin c'est minimum 10 ans. Bon, eux ils savent que, mais dans le rapport 9 c'est écrit, moi je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu le rapport 9, je me suis dit comment il sait que le vaccin il va sortir dans 18 mois. Et encore il s'est trompé, parce qu'en fait ça a été 9 mois, c'est-à-dire qu'on l'a eu fin 2020, alors que lui il a annoncé plutôt en juin 2021, bon,
comment il sait tout ça? Et pourquoi en fait les confinements ça sert juste en entendant le vaccin? Pourquoi on ne parle pas d'ivermectine, d'hydroxychloroquine? Parce que c'était déjà février 2020. Les Chinois connaissaient, c'est-à-dire qu'en fait Raoult, quand il parle de l'hydroxychloroquine, il dit attendez, c'est le professeur Zhong en fait en Chine qui lui-même a testé, ils l'ont recommandé, les Chinois l'ont recommandé. Donc en fait il y a quand même un truc qui va pas. Bon. Donc en fait le rapport 9, donc c'est ce rapport 9, donc ce qui a été publié sur GitHub. Donc ça c'est quand on a forcé en réalité, comment il s'appelle, Ferguson a publié que son code n'est un dérivé fortement modifié après avoir été mis à jour pendant plus d'un mois par une équipe de Microsoft. Donc il dit le code est révisé, divisé en plusieurs fichiers, réécrit en C++, alors qu'à la base c'était un seul truc qui marchait pas. Et en réalité, Ferguson finira par avouer que le code qu'il a fait tourner, qui n'est donc pas celui qu'il a vendu en pâture, qui a été remodifié par Microsoft, encore c'est des ingénieurs de Bill Gates qui remodifient le code de Ferguson pour le rendre présentable aux yeux des gens qui veulent l'étudier. Et donc en fait, le code qu'il a utilisé, c'était un vieux code de 2006. Il dit ouais, c'est un code que j'ai adapté de la grippe de 2006. En fait, il est sûrement celui qu'il a utilisé en 2009. Pour le H1N1, pour annoncer ces fameux morts de la grippe H1N1, qui va réutiliser en fait manifestement pour 2020, sauf qu'entre-temps, tout le fric de Bill et Melinda Gates pour normalement améliorer le modèle, le code, etc., en fait ça n'a pas servi à ça, puisqu'il était obligé de revoir son code par Microsoft. Donc c'est Microsoft qui a refait son code, si vous voulez. Donc à nouveau, pourquoi Microsoft fait le code de Ferguson? C'est quoi le lien d'intérêt entre les deux? Pourquoi ils donnent ces ingénieurs gratos comme ça? Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, si vous voulez, en termes de financement sur le code. Et donc, de ce point de vue, on voit effectivement que bon, les choses sont très claires. Pas la peine d'être complotiste. Tout est écrit. On voit très bien que derrière, il y a eu effectivement cet épisode H1N1 qui a montré des failles dans la crédibilité des modèles mathématiques, justement, pour prévoir les catastrophes. Et donc, c'est ça qu'ils ont cherché à améliorer. En fait, ils n'ont pas vraiment cherché à améliorer, parce qu'il n'y a rien à améliorer en épidémiologie, il n'y a rien à faire. Ce sera toujours la même connerie. Et là encore, dans les conclusions que j'écris, j'ai écrit un gros article donc, sur la fraude mathématique. À la fin, la seule conclusion à laquelle j'arrive, c'est tout a été dit dans le rapport du Sénat en 2009. Voilà, il n'y a rien à rajouter, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes conneries, c'est les mêmes trucs. Mais donc, il y avait un défaut de crédibilité qui a été acheté, donc on peut penser que par la mathématique de Ferguson, en fait, via l'argent de Bill Gates, c'est ce qui ressort de ce projet-là, on achète des soutiens, alors, à l'université, mais peut-être aussi ailleurs, peut-être dans la presse, etc. Puisque comment un type comme Neil Ferguson, qui a toujours raconté n'importe quoi, qui s'est compromis lourdement pendant le H1N1, peut revenir, en fait, en sauveur, à la tête de l'OMS encore, devant Macron, il va effectivement manipuler Cauchemez, qui lui doit tout. En fait, il est probable que le poste de Cauchemez à Pasteur, il vient par l'influence de Ferguson. Donc Ferguson achète sans doute un peu à droite à gauche de soutien universitaire, de soutien peut-être effectivement également médiatique. Et puis derrière, quand il a besoin de faire des trucs, il demande à Bill Gates en fait de l'aider dans l'informatique, dans le financement. Et derrière, c'est effectivement à nouveau la main de Bill Gates qui apparaît très vite derrière. Donc, on a quand même une ingérence étrangère qui arrive en fait dans la politique française au niveau du sanitaire, parce que on a mis en fait quelque part une intelligence avec l'ennemi à l'Institut Pasteur qui va se retrouver. Comment Cauchemez se retrouve en plus au conseil scientifique, qui décide? Et là, on sent très bien qu'il y a des réseaux d'influence qui vont converger. Il n'y a qu'un seul chercheur, mais c'est même pas un chercheur pour moi, Cauchemez, c'est mon avis, je vais tout dire, qui va à lui tout seul qui manipulerait tout seul Macron, le conseil scientifique. Non, c'est pas possible. Derrière, il y a beaucoup de soutien. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai acquis la conviction que Pasteur ne rédige pas ses articles et ses programmes. C'est-à-dire les programmes sont faits par d'autres sociétés privées en France, vraisemblablement, avec des financements. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi, mais vraisemblablement, Cauchemez n'est pas celui qui rédige avec les gens qui signent pourtant les articles, les programmes. C'est-à-dire que derrière, il y a sûrement l'industrie pharmaceutique. En fait, et Cauchemez, c'est la vitrine, et Pasteur, en termes de laboratoire, donc de modélisation épidémiologique, c'est la vitrine de quelque chose qui est donc une influence sans doute étrangère, puisqu'on a l'Imperial College, on a Bill Gates, et on a sûrement Big Pharma. Voilà.
Donc je vois qu'il est déjà 8h. Bon, je peux parler encore du coup. Donc là, j'en ai fini pour l'influence de l'Angleterre, de Bill Gates, de Neil Ferguson sur la politique française. En fait, Cauchemar, c'est juste un pion. C'est pas quelqu'un, il n'a aucune autonomie, il n'a absolument aucun moyen. Et on le voit bien dans la structure de son équipe, dans les financements qu'il reçoit, les liens qu'il a avec, effectivement, avec Neil Ferguson. Et quand je dis, alors là, sur ce projet de 2,5 millions d'euros, il est vraisemblable que Bill Gates finance Imperial College à des niveaux encore beaucoup plus élevés. Alors, juste pour revenir maintenant sur une autre forme, bon, alors, qui est plus classique de perte d'indépendance et d'autonomie sur les problèmes scientifiques, c'est celle de l'Europe, bien sûr. Et alors, vous savez, j'étais mercredi au Parlement européen avec Emmanuel Darle à l'invitation de Virginie Joron, donc pour faire rentrer, comme l'a dit Virginie Joron, les effets indésirables au Parlement européen. C'est un truc, effectivement, comme a très bien dit Virginie, les effets indésirables n'ont pas eu la parole encore au Parlement, donc il faut rentrer dedans. Et donc voir également à quel point les structures européennes sont complètement phagocytées. Alors on sait qu'il y a de la corruption au Parlement, il y a la vice-présidente qui a des valises de billets pour le Qatar, mais bon, on va peut-être découvrir que pour les vaccins, il y a aussi des valises de billets qui ont circulé pour effectivement acheter un peu des collaborations, parce que vous allez le voir, c'est tellement arbitraire que on n'arrive pas à comprendre comment on a pu se laisser déposséder à ce point de nos souverainetés sanitaires. Donc là, on a vu que c'était manipulé en France vraisemblablement par l'étranger, mais il y a aussi le niveau européen qui s'impose à nous, parce que là, pour le coup, c'est réglementaire. Hein. Les règlements européens, ça s'impose, en particulier en termes, par exemple, d'autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Vous savez que ce qui est décidé au niveau européen s'applique partout après dans les pays de l'Union. C'est-à-dire que voilà, si vous avez l'autorisation européenne, en gros, dans tous les pays, vous avez le droit de bon. Et donc je me suis intéressé à un truc très rigolo, qui est la balance bénéfice-risque. Vous savez, on vous a dit la balance bénéfice-risque des vaccins est favorable ou positive. Donc allez-y, ouais, il y a peut-être des petits risques, mais le gain est tellement important que il n'y a pas à réfléchir. Allez-y, courez vous faire vacciner, puisque la balance bénéfice-risque est favorable. Alors on était un peu surpris parce que avec Emmanuel Darle, en fait, on avait reconstruit des indicateurs épidémiologiques qui ne sont pas ceux, en gros, qu'utilise l'épidémiologie. Donc ça, c'est normal, c'est une de chercheur. Quand vous êtes chercheur, vous, à un moment donné, vous proposez une idée pour dire, voilà, moi, j'ai jamais fait l'épidémiologie, mais si vous voulez, bon, c'est pas très compliqué d'abord, je vous l'ai dit, en termes de maths, c'est assez trivial. Et puis, en termes de compréhension épistémologique des choses, quand vous êtes physicien, vous avez l'habitude d'analyser ce qui se passe, de poser des indicateurs et tout. Et donc, on a fait un truc très simple. On avait dit, pour voir ce qui se passe, on va d'abord comparer les risques, parce que vous pouvez comparer des bénéfices entre eux, des risques entre eux, mais des bénéfices, déjà, c'est plus compliqué. Donc on avait comparé les risques avec Emmanuel Darle, et on était arrivé à la conclusion qu'en termes de létalité apparente, alors létalité apparente, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle, mais peu importe, c'est-à-dire quel est le risque de mourir si vous avez un Covid, quel est le risque de mourir si vous avez un effet indésirable de vaccin. Donc en fait, vous dites que voilà, l'effet indésirable de vaccin, c'est en gros équivalent à un Covid symptomatique, donc, puis vous calculez la probabilité de mourir dans ce cadre-là. C'est pour ça que c'est une probabilité conditionnelle, parce que dans un cas, vous dites j'ai le Covid, première condition, deuxième condition, quelle est la probabilité de mourir, et pareil pour les vaccins, j'ai un effet secondaire, quelle est la probabilité de mourir parmi les effets secondaires. Bon. Et on était arrivé à la conclusion très rapide que la létalité vaccinale pouvait être 200, 300, 400 fois supérieure à celle du Covid, en particulier avec les âges les plus jeunes. Voilà, donc c'était très mauvais, si vous voulez, dès le début, quand vous comparez les risques, mais en fait, manifestement, c'était un indicateur auquel personne n'avait pensé, donc on s'est un peu engueulé avec les gens de la pharmacovigilance, qui disaient, ouais, faites n'importe quoi, et tout, donc on va dire, chiche de trouver une erreur dans ce qu'on fait. Et effectivement, ils ne nous ont jamais rappelé. On était plutôt tranquille, mais donc voilà. Donc en fait, cette balance bénéfice-risque, il faut voir s'il y a des défis. Alors, le rapport de l'OPQST, le rapport donc, qui a été sorti, donc il y a eu, vous savez, une commission d'enquête qui a été menée sur les effets indésirables. Donc c'est Julien de Villéger en 2022, février 2022, donc qui pose une pétition au Sénat. Vous savez que maintenant il y a un truc sur les pétitions, si les pétitions
au Sénat officiel atteignent plus de 100 000 signatures, nécessairement le Sénat se saisit de cette pétition pour voir s'il va enquêter ou pas, etc. Bon. Et là, en fait, effectivement, le Sénat décide donc en février 2022 de créer une commission d'enquête. Donc le Sénat va saisir la commission des affaires sociales du Sénat. La commission des affaires sociales du Sénat pour enquêter sur les effets indésirables, qui elle-même va saisir l'OPQST, donc l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, pour mener l'enquête. Donc c'est toujours comme ça dans le processus administratif, vous nommez une commission, qui nomme une commission, qui nomme une commission, et puis à la fin vous faites des auditions. Bon, donc l'OPQST va étudier un peu la question des effets indésirables, donc elle va saisir du problème, et puis elle va écrire un rapport justement dans lequel elle essaie d'un peu d'étudier donc la question des effets indésirables, et elle va parler justement sur le vaccin de l'aspect bénéfice-risque. Et elle dit un truc c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille en fait avec Emmanuel Largue. Elle dit dans son rapport, donc intermédiaire, elle dit l'aspect qualitatif de la balance bénéfice-risque et sa détermination collégiale dans des structures peu connues et, à dire d'experts, sont susceptibles d'entraîner des incompréhensions et un manque de confiance parmi une partie de la population qui y voit un argument d'autorité discréditant sa perception des effets indésirables. Autrement dit, c'est alambiqué, hein, ils disent, bon, on a conscience quand même que cette balance bénéfice-risque, elle est un peu arbitraire, quoi. Donc ils parlent d'abord d'aspect qualitatif de la balance bénéfice-risque. Alors, avec Emmanuel Largue, on a dit, bah non, on peut mettre des chiffres sur les risques du vaccin, les risques du Covid, les comparer entre eux. C'est pas vrai que c'est qualitatif. Donc déjà, si vous dites qu'il y a un problème parce que c'est qualitatif, c'est qu'en fait, peut-être qu'ils ne savent pas très bien de quoi ils parlent, en fait, c'est ça. Et ils vous disent en plus, le problème, c'est que il y a sur la balance bénéfice-risque donc une détermination collégiale dans des structures peu connues. Ah bah ça oui, tu m'étonnes. Qui décide d'ailleurs est-ce que vous savez, vous, qui a décidé que la balance bénéfice-risque était favorable? Non, alors moi je ne sais pas non plus, ça s'est décidé d'abord au niveau européen. Donc déjà, les structures françaises, c'est pas... il y a les CRPV, la NSM, la Haute Autorité de Santé. Bon, déjà, vous ne savez pas qui elle pourra dire quoi et comment. Puis alors, quand vous passez au niveau européen, c'est pire, parce que là, il faut fouiller un peu. Donc, il y a l'EMA, l'Agence européenne du médicament, qui a des sous-commissions. Et c'est dans ces sous-commissions que vous avez des experts qui vont écrire des rapports. Il faut les lire, il faut les trouver. Et donc là, c'est la CHMP, donc c'est une commission sur, en gros, la gestion de l'administration des médicaments aux êtres humains. C'est ça, et c'est elle, en fait, qui a le pouvoir de dire si oui ou non la balance bénéfice-risque est favorable. Donc il y a vraiment tout un millefeuille administratif avec des gens que vous ne connaissez pas, et c'est là effectivement que quand même le rapport du Sénat est à peu près bien en disant bon, c'est vrai que c'est pas très clair tout ça, on ne sait pas bien pourquoi. Alors par contre sur les plateaux télé, tout le monde vous dit que c'est favorable, la balance bénéfice-risque, mais vous ne savez pas d'où ils tiennent l'information, eux-mêmes ils ne le savent pas parce qu'ils le répètent des éléments de langage, hein, bien sûr, sur les plateaux télé et vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous l'entendez, donc comme c'est des autorités, des médecins, des journalistes, etc., des hommes politiques qui le disent, c'est que ça doit être vrai. Pourquoi on remettrait en cause un truc pareil? Et moi je suis tombé de ma chaise quand je suis allé chercher effectivement un peu techniquement les choses, parce que je ne m'attendais pas à ça. Et donc effectivement, on vous dit c'est susceptible d'entraîner des incompréhensions. Alors, le langage, bon, on vous ment comme les arracheurs de dents, mais c'est transformé en incompréhension que vous seriez susceptible, parce que la susceptibilité c'est un truc un peu émotionnel, donc vous comme vous êtes émotif, tout de suite là vous êtes dans l'irrationnel, et donc vous développez des angoisses par rapport à ça. Bon. Dans sa perception, alors ça c'est extraordinaire, la perception des effets indésirables. La perception c'est un truc qui peut être éventuellement un mirage. Hein. Voilà, la perception des effets indésirables. Alors si vous parlez de ça à Frédéric Beltra, le père de Maxime Beltra, lui il a vu son enfant mourir le jour même de la vaccination dans ses bras. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de violence qu'il y a dans ce mot-là, le mot perception. C'est vous, c'est votre perception. À nouveau c'est un truc subjectif la perception, hein, c'est pas un truc objectif, voilà. Alors, qui verrait, donc à nouveau c'est très subjectif, un argument d'autorité. Attendez, c'est que de l'autorité depuis le début. Il n'y a aucune science, hein, c'est ce que je vous ai dit pour les modèles. Et alors là, sur les effets indésirables, c'est encore pire. Et sur la balance de bénéfice, c'est que de l'autorité. Mais en plus, vous allez voir, c'est stupide en termes de science. Vous allez voir si c'est vraiment bon. Et donc, il faudrait faire un effort d'objectivation et de transparence, c'est donc nécessaire, afin d'éclairer le bien fondé des décisions prises par les instances sanitaires. Alors vous allez voir, moi je suis allé voir les décisions et le bien fondé des décisions des instances sanitaires.
on vous prend juste pour des cons. Mais vraiment, quoi. Enfin, je veux dire, sans se cacher. C'est-à-dire que et c'est l'UEMA qui le fait, c'est les plus hautes instances européennes qui s'imposent à vous, et vous allez voir qu'ils n'ont pas le niveau de CM2 en termes de mathématiques. Donc voilà. Alors, le rapport lui-même, le rapport de l'OPQST, du Sénat, hein, on n'est pas en train de parler de complotistes de François, bon, c'est vraiment... ajoute, cette balance, bénéfice donc, n'est pas le résultat rigoureux et objectif d'une formule mathématique. Ah bon? Moi je croyais qu'on pouvait douter de tout sauf des chiffres, donc j'étais persuadé qu'il était tout avec des chiffres, hein, puisque c'est ça qu'ils nous vendent. Donc c'est pas du tout ça en fait, mais le produit d'une appréciation collégiale, prenant en compte de multiples paramètres. Alors on y va dans le flou, bon, vous allez voir dans les paramètres il y a tout, hein, il y a vraiment, l'âge du capitaine, et les incertitudes qui sont liées, parce que, bon, quand même, c'est rigoureux la balance bénéfice, mais jusqu'à un point, quand même, bon, de flou, où il y a effectivement, voilà. Elle est au cœur des discussions d'experts, donc là, les experts, ils se réunissent, ils mangent un coup, ils boivent s'il faut, et puis à la fin, ils disent, ouais, c'est bon, allez, c'est favorable. Qui conduisent à formuler les recommandations vaccinales. Bon, puis à la fin, il faut que le vaccin soit effectivement... déclaré comme étant très favorable au truc. Bon. Donc, alors là, vous dites bon, c'est folklore et c'est folklore. Alors, vous regardez les textes européens qui effectivement permettent d'assurer la mise, donc l'autorisation de mise sur le marché conditionnel. Hein. Donc la mise conditionnelle, c'est quand en gros vous n'avez pas fini toutes les études, donc phase 1, 2, 3, 4, mais que parce qu'il y aura une situation d'urgence particulière pour un besoin non couvert, eh bien vous allez néanmoins autoriser la circulation et l'injection du médicament. Alors, donc là je vous lis le texte, le règlement communautaire hein, sur les AMMC, donc c'est le règlement numéro 507-2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation blablabla. Bon, alors évidemment, comme c'est des trucs européens, vous en avez déjà pour 1 heure à lire juste l'intitulé. Donc une autorisation de mise sur le marché conditionnel peut être accordée lorsque le comité constate que bien que des données cliniques complètes concernant la sécurité et l'efficacité du médicament n'aient pas toutes été fournies. Bon, bah voilà, vous êtes dans un champ expérimental, point barre. Bien que, hein, je relis bien, bien que des données cliniques complètes concernant la sécurité et l'efficacité du médicament n'aient pas été fournies. C'est-à-dire que quand on vous dit que la balance bénéfice-risque est favorable, on ne connaît en fait pas tous les risques. Hein. C'est ça, donc, mais bon, elle est quand même favorable, donc là vous commencez à vous dire, bon, c'est pas possible. Donc, il faut que, bon, bien que effectivement la sécurité n'ait pas été envisagée de manière exhaustive, donc il faut que toutes les exigences ci-après soient satisfaites. Il y a 4 conditions qui font que vous pouvez accorder une AMM conditionnelle sur un vaccin. Le rapport bénéfice-risque du médicament, tel que défini à l'article 1.28 bis de la directive machin, est positif. Donc c'est une condition nécessaire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous dit la balance bénéfice-risque est positive. Bon, sauf qu'on vous a dit dans le rapport de l'OPQST déjà que c'était pas quantitatif. Bon, si c'est pas quantitatif, vous pouvez pas dire que c'est positif, du coup. C'est juste un peu de sémantique mathématique, hein, mais moi je suis assez strict sur les termes. Donc, bon, tout ça, déjà, on voit que c'est très flou, ça sent l'embrouille à planer. Donc, bon, alors vous allez dire, j'étais plein d'espoir, je suis allé voir l'article, le premier point, 28 bis de la directive de 2001, machin, qui a été modifié, donc vous allez la voir, c'est quoi cette fameuse balance bénéfice-risque qui doit être positive. Bon. Alors en fait, vous vous rendez compte que ce point 2001 a été modifié en fait en 2004. Donc c'est la directive 2004 modifiant la directive 2001, bon bah, qui stipule que voilà. Le rapport bénéfice-risque, 2 points. L'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament au regard du risque tel que défini au point 28. Donc on vous dit c'est quoi le rapport bénéfice-risque? Bah c'est le rapport bénéfice-risque. C'est ça, vous dites on va comparer des létalités, on va comparer effectivement des types de pathologies, on va faire des comptes, on va dire qu'on va comparer les vaccins entre eux, vous dites, dans tous les critères numériques, on vous dit, c'est purement tautologique. C'est quoi une balance bénéfice-risque positive? Eh ben c'est une balance où les risques sont inférieurs aux risques. Voilà, c'est ça. Et vous dites, mais attendez, c'est pas possible ça. Et donc, en fait, le rapport bénéfice-risque n'est pas défini. Alors, c'est dans des règlements où vous avez le règlement machin qui renvoie au truc, à la définition machin, et à la fin, comme dans un dictionnaire, pouf, c'est complètement tautologique. Vous n'avez rien dans la définition de la balance bénéfice-risque. Pourtant, on vous dit que c'est nécessaire pour accorder une AMMC que vous savez être accordée quand
tous les risques justement ne sont pas évalués. Donc déjà, rien qu'il y a ce qu'on appelle une aporie fondamentale, une contradiction. Si vous n'avez pas tous les risques, vous ne pouvez pas faire de balance bénéfice-risque. Bon, par définition, ça veut dire que vous-même, vous allez prendre en fait des risques. Bon. Alors donc voilà, alors ils se sont dit, du coup, ils ne savaient pas comment construire une balance bénéfice-risque, donc ce qu'ils ont fait, ils ont essayé d'en construire une. Mais bon, évidemment, c'était tellement stupide que là, vous compreniez qu'ils n'en avaient jamais construit, c'est-à-dire qu'en fait, depuis toujours, l'EMA accorde des AMMC, en fait, sur la base de la déclaration affirmative d'une balance bénéfice-risque positive, sans que ça ait jamais été défini. Et en fait, ils se réunissent, ils disent, vu ce qu'on entend, vu ce qu'on a vu, vu ce qu'on a entendu, on dit que c'est positif. C'est comme ça que ça se termine, c'est toujours comme ça. Donc c'est vraiment à dire d'experts, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des experts au niveau européen qui affirment des choses, vous pouvez jamais leur demander aucun compte. D'accord ? Vous savez pas, parce qu'il y a du lobbying, et le lobbying c'est un mot poli pour dire corruption en gros, mais bon, ces gens ont un pouvoir fondamental, vous savez pas qui c'est, vous savez pas comment vous allez leur demander des comptes, vous savez pas sur la base de quoi ils font leurs affirmations, mais hop, du coup ils ont signé le tampon sur le document qui dit que comme la balance bénéfice-risque est favorable, vous pouvez accorder l'AMMC en fait au vaccin. Bon. Donc là il y a une perte alors de souveraineté qui est absolument fondamentale, parce que à qui vous allez demander des comptes maintenant ? Moi, je voudrais bien les avoir un par un, ces mecs-là de la commission du CHMP, pour leur dire, là, ce que vous avez fourni. Donc, alors, ils ont comparé, pour essayer de déclarer cette balance bénéfice-risque positive, enfin, c'est un niveau, ils ont essayé de comparer le nombre de vies sauvées par le vaccin à des incidents thrombotiques. Bon, alors déjà, vous vous dites, comment ils calculent le nombre de vies sauvées par les vaccins ? C'est débile ce qu'ils ont fait. Ils ont dit on prend l'incidence de la maladie. Donc, tant de cas par semaine, tant de cas de Covid par semaine. On dit qu'il y a un risque de mortalité sur ces cas qui est de temps. Voilà, donc ça fait a priori tant de morts putatifs. Et on dit que le vaccin en a sauvé 80%. Et donc, tout est faux. C'est un calcul purement imaginaire. Vous affirmez ce que vous affirmez. C'est absolument pas lié à une quelconque étude observationnelle, ce que vous voulez. Enfin bon. Et donc ils vous disent voilà, donc on calcule un nombre complètement fictif de vies sauvées par le vaccin par une multiplication qu'on fait en CM2. Hein. Ils vont pas plus loin. C'est pas de la science. Hein. Je vous assure que c'est pas de la science. Bon, il y a rien de sérieux là-dedans. Vous imaginez que c'est des règles de proportionnalité dans lesquelles vous mettez des chiffres arbitraires. Bon, vous pouvez annoncer ça tous les ans. Vous pouvez tous les ans annoncer que tel truc a sauvé tant de personnes. C'est complètement délirant. Bon. Et donc ça, alors vous dites, bon, à la limite, allez, pourquoi pas comparer un nombre de vies sauvées par le vaccin, mais donc ça c'est bénéfice. Mais le risque, du coup, vous devez le comparer à quelque chose d'homogène, qui est le nombre de vies perdues par le vaccin. Et là, vous avez une vraie balance bénéfice-risque. Je calcule à gauche les vies sauvées, à droite les vies perdues. Et là, on pouvait le faire parce que dans la base de l'EMA, Eudravigilance, il y a des gens qui disent, enfin, c'est pas eux, hein, du coup, mais leurs proches qui disent qu'ils sont morts à cause du vaccin. Prenez un Maxime Beltrain, une Sonia Benaria, vous mourrez en gros en pleine santé 24 heures après l'injection d'une thrombose du myocardite, bon voilà, c'est bon, bon. Donc ils auraient pu faire une vraie balance bénéfice-risque en comparant des vies sauvées avec des vies perdues, sauf qu'il aurait fallu avouer que le vaccin tue. Et donc ça évidemment c'est pas possible. Donc d'un côté vous allez construire à gauche le summum du bénéfice, qui est le nombre de vies sauvées que vous calculez n'importe comment. Dans les risques, vous ne pouvez pas avouer que ça va tuer le vaccin, donc vous êtes obligé de mettre autre chose. Donc ils ont comparé le nombre de vies sauvées, donc complètement putatif, avec le nombre de thrombocytopéniques déclarés dans l'OMA. Question, quel rapport ? Enfin, vous comparez, donc ils vous disent comme 3 km sont supérieurs à 5 kg, c'est bien que du coup la balance bénéfice-risque est favorable. Parce que vous aurez pu mettre les thrombocytopéniques, vous aurez pu mettre à la place les myocardites, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Enfin, vous comparez de grandeur inhomogène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la base niveau CM2 de la physique. Je ne compare pas des choux et des carottes. Voilà. Si je dois construire une comparaison, elle doit avoir un sens. Si vous voulez. Donc je compare sur des grandeurs homogènes. Vie sauvée d'un côté, vie perdue de l'autre. Voilà. Et sauf que pour faire ça, il faut. Et alors, si vous ne mettez pas les vies sauvées à gauche, à quoi ça va servir de vacciner ? À rien. Donc, oui. S'il vous plaît, au lieu de dire vaccin, vous ah oui, pas dire... injection génique. Voilà. D'accord. Parce qu'un vaccin, on m'a toujours dit qu'un vaccin, c'est pour immuniser d'une maladie. Donc, ce n'est pas le cas.
Oui, pour les injections, tout à fait. Non, mais c'est une discipline à laquelle il faut s'astreindre parce que nommer, c'est faire exister. Et donc, effectivement, bon, voilà. Donc en fait, donc il se ridiculise à un point mais que j'avais jamais vu, si vous voulez, avec donc l'impression de suivre des textes réglementaires, mais bon, d'abord les textes, vous n'avez pas beaucoup de prise sur eux, et puis quand il faut aller chercher la responsabilité en disant mais qui a écrit ça, qui a fait cette connerie en fait, comment vous faites quand c'est une agence complètement perdue à l'humain avec des gens que vous ne connaissez pas, parce que c'est même pas signé de leur nom propre, c'est l'agence qui signe, donc c'est une forme de personnalité morale. Comment vous faites pour ensuite aller chercher la responsabilité s'il y en a, parce que je rappelle que la NSM, au moins en France, elle est condamnée pour le niveau de Tirox, pour le Mediator, sur un défaut de vigilance. Donc à la fin, on arrive quand même, voilà. Comment vous allez les chercher vous voyez bien que déjà, alors, je vais terminer là-dessus, il y a une commission Covid, hein, vous le savez, au Parlement européen, dont Michel Rivasi est la vice-présidente, Virginie Jean en fait partie également, si je ne me trompe pas. Bon. Alors, ils ont quand même interrogé sur Van der Leyen, les textos avec Bourla, les 1,8 milliard de doses pour 36 milliards d'euros, enfin bon, tout ça. Bourla déjà n'a pas voulu venir répondre aux questions du Parlement, sur la commission Covid. Bon, alors, ils ont saisi la médiatrice qui a dit ah ouais, non, quand même, ça va pas du tout, c'est très mal, donc je vais prévenir le parquet européen. Le parquet européen, qui à ma connaissance n'a toujours pas donné de suite à ça, sauf qu'on a appris que ceux qui ont obtenu éventuellement l'action du parquet sur les textos dans la c'était le New York Times. Le New York Times, en fait, par l'intermédiaire justement, je crois, d'un journal allemand, avait demandé ces textos-là assez tôt, parce que c'est eux qui avaient révélé les textos, en fait, et eux, apparemment, ils ont le pouvoir de saisir le parquet européen, alors que les parlementaires n'ont absolument aucun pouvoir là-dessus. Et ce que m'a très bien expliqué Virginie Joron, mais Michel Rivasi aussi, parce que je les ai vus cette semaine les deux, la commission parlementaire européenne sur le Covid, elle n'a aucun pouvoir. Elle convoque les gens, ils ne viennent pas, elle leur pose des questions, ils ne répondent pas. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, après, c'est un signalement au niveau du parquet européen éventuellement, donc la médiatrice d'abord. Quel est le pouvoir du parquet exactement sur la commission? Vous n'en savez rien, parce qu'en gros, c'est une situation à peu près inédite. Et qui va faire en sorte que la loi européenne, je ne sais même pas quelle est exactement sur la commission, puisse s'appliquer? Je crois que c'est la justice belge qui doit être mise là-dedans, parce que comme la commission est à Bruxelles, à la fin, c'est les Belges qui agissent. Et nous, alors... si nous, on voudrait si on voulait mettre la NSM, on va le faire, là, je dénonce avec l'association Rien Fou Liberté, on est en train de préparer une plainte contre la NSM, justement pour défaut de vigilance. Parce que bon, ils ont été condamnés pour le Mediator, les Votirox. On a bien compris que pour les vaccins, c'était la même chose. Je veux dire, et on a des preuves, avec Emmanuel, on accumule des preuves, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a énormément de gens, Christine Coton, pareil, qui accumulent les preuves sur la gestion. Mais vous avez peut-être un espoir de les saisir avec la justice française, ils ont déjà été condamnés, il y a une jurisprudence, etc. Bon, au niveau européen, cette agence-là, l'EMA et puis le CHMP qui va déclarer la balance bénéfice-risque favorable, comment on fait exactement? On sait que c'est compliqué, qu'il y a le pouvoir de saisine d'ailleurs de la justice européenne, enfin, sur base de quoi, combien de temps ça dure? Là, on voit qu'avec Van der Leyen, il ne se passe rien. Bon, avec l'EMA, il ne reste de rien se passer non plus. Ils sont tout puissants, ils sont dessus, et donc, pour terminer sur le thème de cette conférence, on a un vrai problème de souveraineté et d'indépendance. C'est pas nous qui prenons les décisions, elles s'imposent à nous, et après, quand on veut demander des comptes, on n'y arrive pas. Et donc, c'est fait à la fois au niveau institutionnel, évidemment, par l'Europe, mais de manière plus insidieuse, on le voit, les influences, l'intelligence presque avec l'ennemi, les influences étrangères sur l'université française, en fait, ou en tout cas, c'est pas l'université, et là, un des gros problèmes de Cauchemar, c'est que c'est pas l'université, c'est l'Institut Pasteur, c'est l'Institut privé, c'est pas du tout les mêmes règles de fonctionnement. Donc c'est à la fois le privé et l'étranger, en fait, qui apparaissent, par Nick Ferguson, par Bill Gates, et qui nous retirent. Alors, évidemment, on comprend bien que derrière, c'est-à-dire que c'est Macron qui manipule tout ça, mais quand même, en tout cas, on devrait avoir plus de transparence, et pour ça, il faudrait effectivement, à un moment donné, ça va plus, tout ça, ça va plus, les intérêts privés qui rentrent à l'université, par exemple, ou dans les instituts de recherche comme l'Institut Pasteur, qui deviennent des organes de décision de conseil administratif pour la politique publique. Bon, c'est juste pas possible, on peut pas faire ça. Et pareil, au niveau européen, bon là c'est juste un sketch invraisemblable, c'est pas possible. D'où le fait, ce qui avait été recommandé par le rapport de l'OPQST, l'idée de faire intervenir des gens qui sont plus autonomes et indépendants, qui sont les enseignants-chercheurs, qui sont sûrement les médecins qui ne sont pas en tout cas sous l'influence de Big Pharma, parce qu'eux, ils ont l'obligation de déclarer sur Transparence Santé leur conflit d'intérêt. Donc là, il y aurait quand même effectivement
en donnant accès aux données et aux décisions et aux manières de rendre ces décisions à des gens plus indépendants, il y aura peut-être une manière après de faire en sorte que la parole ne circule pas de manière trop autoritaire. Le conseil scientifique indépendant, c'est ça, c'est des gens qui savent, qui se déclarent indépendants, qui prennent la responsabilité de se déclarer indépendants et qui disent « nous maintenant on veut accès à tout, on veut pouvoir discuter de cette science » entre guillemets, qui en fait décide de la construction politique, et ça c'est tout à fait nécessaire. Voilà. Donc en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous remercie beaucoup pour cette invitation sur un thème extrêmement important qui montre bien qu'on a perdu effectivement la souveraineté et l'indépendance, souveraineté avec l'Europe, indépendance avec l'immixtion du privé effectivement dans les affaires de recherche, et qui fait qu'avec cet ensemble on est sûrement arrivé en partie là où on est arrivé. Voilà, je vous remercie.